Voilà, nous arrivons au bout de cette présentation de la façon dont la tragédie oedipienne, le mythe d'Oedipe et l'idée d'une hubris, d'une démesure amène la peste à déferler sur la cité. Et je viens de rappeler comment eh bien, il y a cette accusation toujours des classes moyennes et de la majorité de la population entre l'immunité en haut et l'impunité en bas, où on accuse finalement la population d'être la plus dangereuse, comme risquant de mener au fascisme. Et donc il a fallu créer l'Europe, soi-disant pour nous protéger d'autres guerres, parce que évidemment les peuples, s'ils ne sont pas capables de s'entendre et comme ils se jettent les uns contre les autres en guerre, eh bien il faut une instance supranationale pour les protéger d'eux-mêmes, hein, alors qu'en réalité les guerres sont le fait de dictateurs ou de fous brutaux et soutenus par les puissances de l'argent qui les arment. Et j'en étais arrivé à parler de l'Europe et du marché commun européen, je l'ai dit dans une précédente intervention, qui a été créé par des personnes qui avaient collaboré avec des fascistes avant la guerre et pendant la guerre. Et il faut se rendre compte que l'Europe, depuis sa création, depuis le traité de Rome, 1957, avant c'était la communauté européenne du charbon et de l'acier, eh bien l'Europe n'a cessé de battre en brèche les acquis, par exemple, du Conseil national de la résistance, à partir de 1945, c'est-à-dire la façon dont le gouvernement français, en excluant les patrons des négociations, avait mis un système démocratique en France avec de la sécurité sociale, de la culture, des transports, en renationalisant les banques, les grandes industries, pour éviter qu'une autre tragédie comme la guerre se passe, avec des grands dirigeants qui n'étaient pas au service de leur population et de ceux qu'ils faisaient travailler et qu'ils exploitaient, mais au service d'un monde productif où les gens travaillaient comme des esclaves avec, si possible, un fascisme, un régime autoritaire, parce que ça tourne beaucoup mieux comme ça, hein, quand on ne demande pas trop leur avis aux gens et qu'ils n'ont pas trop de liberté, ça produit mieux, beaucoup mieux comme ça, évidemment. Donc, regardons, depuis la création de l'Union européenne, les droits des populations n'ont cessé de régresser. C'est un grand marché commun, et dans le marché, il y a libre marché, parce qu'évidemment, le but c'était de faire tomber les frontières, les barrières douanières, et en même temps, commun comme communiste, parce qu'il n'y a pas de démocratie dans l'Union européenne. Il y a une quinzaine de personnes dans la Commission européenne qui font la loi pour tout le monde, avec un simulacre de débat au Conseil de l'Europe, dans les assemblées, etc. Mais en réalité, on voit bien que c'est jamais au bénéfice global des populations et que les États ne peuvent plus, même s'ils le désiraient, ils ne peuvent plus défendre leur population. Donc il y a eu totalement une perte de la démocratie. Quand on dit perte de la souveraineté, parce que les mots sont piégés, il y a le risque de se faire traiter de populiste, de rétrograde en parlant de souveraineté nationale, parce que derrière on a l'impression qu'on retourne à l'ancien régime et à des risques de nationalisme, donc à la guerre, et on va piéger les mots comme ça. Mais en fait, il y a simplement, c'est perte de souveraineté, mais perte de démocratie dans les États, en faisant croire que ce sont les gens les plus instruits, les experts, tout ça, qui vont mener les peuples vers la lumière, mais on voit bien que ce n'est pas le cas, hein, et que le système, il nous amène à notre perte. Et pourtant, ce sont les gens apparemment les plus rationnels qui ont créé le monde le plus fou. Alors, il y a un problème. Et quand je parle comme ça, quel est le risque? Évidemment, c'est que je me fasse traiter de populiste. De populiste, pourquoi? Parce que je dis que les gens ont des problèmes, que la population a des problèmes, que le peuple a de graves problèmes et qu'il faut l'entendre, alors que de la part
de ceux qui tiennent les instances de la France, de l'Europe, en grande partie des journaux, quand on parle de façon à être dans le vent, dans les émissions de divertissement, eh bien, on nie cette souffrance de la population, on en rigole, ou parfois on est un petit peu dans la compassion, parce qu'il ne faut quand même pas aller trop loin, mais en général, on n'a que du mépris pour la situation véritable de la population, parce que finalement, les classes moyennes, c'est sous-entendu les classes médiocres. C'est-à-dire que c'est ceux qui n'ont pas eu l'intelligence ou la force ou l'élection naturelle pour être dans les classes dominantes, les classes hautes, et ceux qui finalement qui n'ont pas eu la chance ou le malheur d'être dans les vraiment pauvres, hein, ceux qui ont tout perdu et dont on peut avoir pitié. Voilà. Ou alors ceux à l'intérieur de ces classes-là qui font partie de la délinquance, qui se sont organisés dans des mafias, dans des trafics, etc. Et donc ces gens-là, quelque part, il y a presque une forme de respect pour dire eux au moins ils ont fait quelque chose, ils se sont pris en charge, ils sont volontaires. Et dans le monde sous-entendu struggle for life, dans le darwinisme dans lequel on est, finalement, ces gens-là, non seulement c'est des personnes qui sont défavorisées à la base et victimes de nous en tant que pays occidentaux, et en plus ils ont réussi quelque part à s'en sortir. Donc, eh bien, voilà, il faut pas leur en boire, il ne faut pas les critiquer parce que ça serait une forme de ressentiment, de jalousie, parce que eux au moins ils sont courageux, ils se battent, etc. Et donc les seules victimes et les seuls coupables, ça reste les classes moyennes qui sont accusées de faire le lit du fascisme. Voilà. Et là, en disant cela, donc, voilà, je vois bien, on va dire, ah, c'est un populiste, on va me comparer à Éric Zemmour. Hein. Alors que, non, je dis simplement une vérité, et Éric Zemmour, c'est absolument pas ma tasse de thé, c'est quelqu'un qui est nostalgique de Napoléon, c'est-à-dire de quelqu'un qui a pillé l'Europe, qui a massacré, qui a mis sa famille partout et qui n'a pas du tout fait la grandeur de la France. C'est quelqu'un qui soi-disant a étendu la Révolution et a défendu la Révolution française, oui, dans un premier temps, mais qui ensuite donc, a aussi semé beaucoup de malheurs partout sur son passage. Voilà. Et puis contrairement à Éric Zemmour, je reconnais la vraie valeur de la culture arabo-musulmane. Par contre, je ne suis pas du tout un islamo-gauchiste, ni un islamo-fasciste, et je suis pour la reconnaissance que la culture arabo-musulmane a fait subir à beaucoup de peuples, des berbères de l'Afrique du Nord jusqu'aux hindous et aux bouddhistes d'Inde, en les opprimant et en continuant à les opprimer dans un certain nombre de cas. Alors je ne parle plus de l'Inde parce que malheureusement ça s'est renversé en Inde, avec Modi, hein, mais aussi à cause des énormes conflits historiques qui ont opposé donc, les envahisseurs musulmans à l'immense majorité hindoue et bouddhiste. Voilà. Donc il faut que chacun reconnaisse ses torts et amène le meilleur à ce monde qui est le nôtre. Et c'est pourquoi je voulais vraiment terminer, puisqu'on y arrive, en parlant de la France et de ce que j'appelle le destin de l'étoile. Le destin de l'étoile pour la France, pourquoi? Parce que la France a la forme d'une étoile à 6 pointes. Alors là, du coup, on va me traiter de sioniste ou de crypto-sioniste. Voilà, parce qu'on va dire, oui, c'est l'étoile de David, donc il pense que la France doit appartenir au sionisme. Non, absolument pas. La France a la forme d'une étoile de David, ou ce qu'on appelle une étoile à 6 pointes, mais ce symbole d'étoile à 6 pointes, on la trouve par exemple dans l'Inde ancienne, et dans toutes les anciennes traditions. Hein. Et en fait, c'est une étoile qui est formée de la réunion de 2 triangles. C'est un très très beau symbole qui représente la conjonction des opposés, l'union des polarités. Le ciel qui descend, le triangle avec la pointe vers le bas,
qui s'unit à la terre qui monte comme une montagne, ou bien la pluie qui descend et qui s'unit à la terre. Et le nord et le sud, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte de magnifique mandala qui représente l'union des polarités, l'union des opposés, qui devient une étoile, quelque chose qui brille, qui guide dans la nuit, qui nous donne l'espoir, qui nous illumine par sa beauté et par sa lumière qui vient du fin fond du cosmos. Et donc la France a la forme d'une étoile, et si on regarde où est-ce qu'elle se trouve tout à fait au bout de l'Asie, du Moyen-Orient, de l'Europe, comme si c'était la tête d'une étoile qui guidait une étoile filante qui brûle depuis un certain temps et qui ne doit pas s'éteindre. Une étoile filante dans laquelle beaucoup mettent leurs vœux, toutes ces populations qui voudraient venir en France, parce que c'est le pays des droits de l'homme et dont on accueille très peu, alors qu'il y a beaucoup de places en France. Il y a beaucoup d'argent et si c'était bien organisé, si chacun apportait le meilleur de lui à l'intérieur de sa culture, apporter le génie de sa culture en faisant le ménage des démons de sa culture, eh bien, la France pourrait vraiment reprendre ce destin de l'étoile, c'est-à-dire, comme une étoile, comme un soleil, faire fusionner ces différentes polarités, ces différents peuples à l'intérieur d'elle, pour en faire sa lumière, pour en faire la chaleur, pour en faire la vie, parce que vous savez que, ça c'est un ami physicien qui m'a expliqué ça, eh bien comment le soleil crée-t-il la lumière? C'est en obligeant les forces centrifuges à revenir à l'intérieur du noyau, de son cœur, de son corps, et à fusionner à très haute température à l'intérieur du noyau, par cette force d'attraction. Et comme ça, c'est un symbole magnifique, eh bien, ces forces qui voulaient faire exploser l'étoile, qui voulaient partir de tous leurs côtés, eh bien, vont revenir à l'intérieur du cœur de l'étoile, à l'intérieur du cœur du soleil, et vont fusionner et vont créer la lumière, la chaleur et la vie. Et ça, pour moi, c'est vraiment un signe, si la France a cette forme d'étoile à 6 pointes, tout à fait au bout de l'Asie, du Proche-Orient, de l'Europe, avec toute leur civilisation depuis des milliers et des milliers d'années, avec tout leur peuple, parce que la France a aussi ce destin, elle peut avoir ce destin de guider les peuples, si elle se rappelle de ce qu'elle a de meilleur, si elle se rappelle de son génie, et pour ça elle doit arriver à faire la synthèse de tout ce que les peuples qui sont en France, qui viennent en France, ont de meilleur. Et ça c'est extrêmement important, parce qu'aujourd'hui en fait on veut créer non pas la fusion, comme le soleil qui fait la fusion entre ces particules, mais on veut créer la fission partout. On veut toujours diviser, 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 pour régner, mettre la division entre l'homme et la femme, mettre la division entre les générations, mettre la division entre les communautés religieuses, mettre la division entre la raison et la foi, mettre la division entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Et tout ça, c'est extrêmement criminel. Et ceux qui tiennent la société sont extrêmement forts pour mettre la division. Alors que la France, justement, c'est être le pays de l'union. Voilà. Alors, je ne suis pas en train de parler de la France comme les Américains qui parlaient de la destinée manifeste, the manifest destiny, ça c'était au XVIIIe, au XIXe siècle, où les Américains se disaient on est le melting pot, il y a tous les peuples qui viennent comme dans un creuset fusionné à l'intérieur de nous, nous sommes là pour apporter le progrès, la justice, la démocratie au monde, et ça passait aussi par l'économie, le libéralisme. Je ne suis pas en train de parler de cette destinée manifeste impérialiste à l'américaine, même s'il y a de très bonnes choses aux États-Unis dont on peut et dont on doit s'inspirer. Mais je suis en train de parler du fait que, puisque nous sommes, soi-disant, la patrie des droits de l'homme, que nous avons fait la révolution, que nous accueillons beaucoup de peuples qui veulent venir ici et qui d'ailleurs n'ont pas le droit d'aller en Angleterre, l'Angleterre ne les accueille pas, donc c'est pas non plus le paradis qu'on voudrait croire qu'elle est, même s'il y a des choses aussi qui sont très bien, on doit s'inspirer en Angleterre. Eh bien il y a ce destin de l'étoile
de la France de faire fusionner le meilleur de chaque peuple, et pour ça il faut faire l'union, je dirais l'union sacrée des populations de la France contre ces forces qui nous divisent, hein, et risquent bien de faire exploser, de nous mettre dans une situation extrêmement grave, parce que soi-disant nous sommes en guerre. Voilà, donc faire très attention à cela, soyons unis, parlons et faisons fusionner le meilleur de nos cultures, des génies de nos peuples. Merci.